Alors visiblement, ça n'arrête pas. Depuis que le président de la République a opéré la dissolution de l'Assemblée nationale, on va de drama en drama, de polémique en polémique, de bataille électorale à bataille électorale. Alors si des fois ça s'insère très bien dans les règles du jeu, eh bien ces règles sont des fois contestées par les acteurs de ce champ de bataille eux-mêmes, c'est-à-dire nos chers politiciens, en l'occurrence nos chers députés. Alors on a une polémique. Alors, on va dire que c'est une polémique de niche, hein. C'est-à-dire que ça fait la une des journaux, mais tout le monde s'en fout. En réalité, qu'on se le dise, hein, tout le monde s'en fiche complètement de ça, puisque ça reste purement électoral. En gros, je vous résume très rapidement l'histoire. On a eu, bien évidemment, c'est toujours des affrontements partisans, mais ce qui s'est passé plus précisément, c'est que on a des ministres démissionnaires, donc qui n'en ont plus pour très longtemps, qui gèrent des affaires courantes, donc qui font partie du gouvernement actuel, c'est-à-dire le gouvernement de Gabriel Attal, pour lequel Macron, le président, a accepté la démission. Donc ils sont ministres, donc les gens de ce gouvernement, ils sont ministres, mais en réalité, ils ne le sont pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils occupent les fonctions, mais ils ne le sont pas. Euh, Ces mêmes ministres, il y en a je crois 17, ils se sont présentés aux élections législatives pour siéger à l'Assemblée nationale. Et il y en a 17 normalement, 13 ou 17 d'entre eux, on va vérifier par la suite, ça m'échappe un peu, mais on a quand même un certain nombre de ministres qui ont été élus à l'Assemblée nationale, ce qui pose un problème au niveau de la séparation des pouvoirs. Donc déjà d'office, le gouvernement c'est l'exécutif, l'Assemblée nationale c'est le législatif. Donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de personnes qui siègent dans les deux en même temps, à un ministère, dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale. Sauf que ces ministres ne sont pas réellement ministres, ils sont ministres démissionnaires, ce qui fait qu'ils ont pu voter à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et ça a causé une certaine polémique, hein. Alors cette polémique a été lancée par le groupe de gauche, le groupe Nouveau Front Populaire. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça. D'après eux, il s'agit quasiment d'un vol, c'est à placer au même niveau qu'une fraude électorale, hein. C'est vraiment à ce niveau-là. D'après eux, c'est vraiment très grave ce qui s'est passé. C'est comme, on parle même de Macron qui aurait volé des votes. On va voir ça tout de suite. Candidature unique qui est d'abord, et c'est le premier résultat de cette élection, et le premier bloc politique de cet hémicycle. Je le dis à quel point le vote pour Yaël Braun-Pivet, qui a une victoire qui résonne comme un échec, est un signal terrible pour la démocratie dans notre pays. Les magouilles, aujourd'hui, ont non seulement volé le résultat des urnes du 7 juillet, mais ont primé sur le résultat de ces urnes qui donnait le Nouveau Front Populaire comme première force politique, ce que nous avons pu vérifier encore une fois. Alors, ce qu'elle appelle les magouilles du 7 juillet, en réalité, le NFA a fait à peu près la même chose, hein. Il s'agit de stratégie de désistement, de présentation de candidature unique. Ça s'appelle une stratégie quand c'est moi qui le fais. Par contre, quand c'est mon rival qui le fait, là, on appelle ça des magouilles. Fois dans l'élection. Vous remarquerez qu'il y a 13 voix d'écart qui ont permis à Yaël Braun-Pivet de battre la candidature unique du Nouveau Front Populaire, celle que nous portions toutes et tous ensemble, celle d'André Chassaigne. Quand je parle de magouilles et de combines qui ont permis de voler le résultat démocratique du peuple français, vous remarquerez que hier, alors que Emmanuel Macron avait jusqu'alors refusé la démission du gouvernement d'Attal, alors que les Français et les Françaises ont choisi d'infliger une défaite sévère à la politique d'Emmanuel Macron et surtout d'exiger une rupture, eh bien, nous avons de nouveau Yaël Braun-Pivet comme présidente, qui ne correspond absolument pas à ce que le peuple a exprimé dans les urnes. Mais c'est... Alors, au bout d'un moment, c'est bien de se plaindre, mais il faut quand même pouvoir avoir l'honnêteté et l'humilité d'accepter les règles du jeu. L'élection en termes de sièges et l'élection en termes des députés qui vont choisir qui va présider l'Assemblée nationale, ce n'est pas la même chose. Et surtout, désolé si pour le coup je prends position, parce que s'il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est le fait d'être injuste. Je vous avais exprimé hier mon désaccord total avec cette idée qui consiste à ne donner au RN au Rassemblement national, aucune place, aucun poste stratégique à l'Assemblée nationale, ce qui est non seulement contraire au règlement de la dite Assemblée nationale, mais en plus, les 10 millions, les 11 millions de gens qui ont voté pour le RN, en fait, vous allez juste leur faire comprendre qu'en fait, leur voix n'a aucune signification, qu'en fait, leur voix ne sert à rien, ils ont voté pour rien, parce qu'ils ont voté pour le mauvais parti. C'est comme ça que les gens vont le percevoir. Et là, c'est un peu la même chose, dans le sens où, certes, le NFP, par des tactiques électorales, par des stratégies de désistement, ils ont pu accéder
ils ont pu avoir le plus de sièges. Par contre, vu qu'on parle de ce pourquoi les Français ont voté, techniquement, les Français, ils ont plus voté pour le Rassemblement national. C'est juste le mode de scrutin qui a fait que, même si le NFP n'a pas eu le plus de votes, il a eu le plus de sièges. S'il y a quelque chose qui m'insupporte, c'est le fait d'être malhonnête, le fait d'être de mauvaise foi. Je veux bien l'électoralisme, je veux bien que chaque parti veuille avoir le plus de positions de pouvoir, le plus de positions importantes pour pouvoir gouverner, sauf que là, c'est quasiment de la mauvaise foi. Hein. C'est 14 voix d'écart, alors qu'il y avait d'abord eu un refus de démission. Eh bien hier, comme de par hasard, cette démission a été On dit pas comme de par hasard, on dit comme par hasard, madame. acceptée. Et donc il se trouve que siègent 17 ministres d'un gouvernement qui gère les affaires courantes, députés, et on comprend bien la fébrilité et la fragilité de ce pouvoir qui avait absolument besoin de ces 17 voix pour pouvoir faire en sorte de battre notre candidature commune. S'il n'avait pas combiné ainsi, alors le nouveau Front populaire aurait gagné la présidence de l'Assemblée. Pourquoi vouloir à ce point la présidence de l'Assemblée nationale alors qu'en réalité ça a assez peu d'impact, et je pense même qu'une présidence de l'Assemblée nationale, en fait ça causerait beaucoup plus, en tout cas une présidence NFP, ça causerait beaucoup plus de tension, parce que NFP, ils sont connus pour contester souvent les règles du jeu, en traitant les résultats des règles du jeu en les traitant de résultats injustes. Donc là, pour le coup, je pense que ça aurait plus polarisé l'Assemblée nationale. Après, on a certes le Sénat qui fait preuve d'un petit peu plus de professionnalisme. Je ne sais pas exactement ce que ça aurait donné, mais bon, ce n'est que la présidence de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas... la politique, c'est un peu ma thèse, c'est ma manière de voir les choses. La politique, c'est beaucoup plus du symbole que du résultat concret. Les gens s'attachent plus au symbole qu'au résultat. Là, il voulait absolument que ça soit le monsieur là, j'ai oublié son nom et son prénom. Il voulait que ça soit lui à la présidence de l'Assemblée nationale, alors que ça a assez peu d'impact en soi pour leur parti, tout simplement parce que c'est le symbole qui compte. C'est le symbole. On est présidé par quelqu'un, un communiste, voilà, un membre du parti communiste qui fait partie du NFP. C'est juste pour le symbole qu'en fait ils veulent qu'il soit que ce soit quelqu'un de leur couleur politique qui soit à l'Assemblée nationale. Et en plus, le fait que là, alors on va, avant de vous dire ce que je pense, donc le fond de ma pensée, je vous propose de regarder la suite. Je rajoute que vous noterez que malgré les apparences du Rassemblement national qui a fait croire qu'il maintenait sa candidature et qu'il continuait, il manque 2 voix à l'extrême droite qui se sont portées sur la candidature de Yaël Braun-Pivet. Et que donc, comme d'habitude, l'extrême droite joue l'assurance vie du système en permettant à Yaël Braun-Pivet... C'est pas ça du tout, non mais j'adore. Là par contre, je pense pas que ce soit de la mauvaise foi, je pense qu'elle le pense sincèrement. Hein. Les gens qui, franchement, traitaient le RN d'être pro-Macron, le RN d'avoir des espèces d'alliances de circonstances avec Macron, il faut vraiment avoir ne pas avoir de culture politique pour penser que c'est le cas. Désolé pour ma tête là qui bouge un peu, j'ai du mal à cadrer comme il faut, parce que j'ai tendance à un peu trop bouger. Donc je vous disais, non, c'est juste les 2 députés RN qui ont voté prétendument pour Yaël Braun-Pivet, qui est centriste, qui est macroniste. Non, c'est juste pour pas que vous passiez vous. C'est juste un vote barrage, en fait. On pourrait vous rétorquer exactement la même chose. On pourrait vous dire, vous avez soutenu des candidatures macronistes, vous avez désisté en faveur de candidatures macronistes parce que vous faites le jeu du système. C'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo, parce que la mauvaise foi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. L'hypocrisie aussi. Enfin, c'est ça que je trouve. Mais je trouve rocambolesque de prétendre. Je trouve ça rocambolesque de s'insurger du fait que le RN veut vous faire barrage au NFP, et en même temps, quand vous voulez faire barrage au RN, là par contre, c'est complètement justifié. On va soutenir, on a même Édouard Philippe qui a appelé à voter pour un communiste. Donc, les alliances de circonstances, il y en a autant d'un côté que de l'autre. Hein. Ce qu'on appelle des magouilles, il y en a autant d'un côté que de l'autre. Là aussi, de l'emporter. Il y a donc 13 voix d'écart. Ces 13 voix d'écart sont une combine pour, là aussi, je le répète, voler le résultat des urnes. Et nous le disons, nous sommes, et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, dans le premier, dans le second tour et dans le troisième tour, s'il n'y avait pas eu de telle combine, nous sommes le premier bloc politique et nous exigeons d'Emmanuel Macron qu'il arrête le déni démocratique dans lequel il se trouve et qu'il nomme un premier ministre ou une première ministre du nouveau Front populaire, parce que nous continuons à... Sujet de la prochaine vidéo, ça, qui nomme quelqu'un du nouveau Front populaire. Alors, Macron pourrait en théorie élire quelqu'un, choisir en tout cas, nommer un premier ministre issu des rangs du Front populaire. Le problème, c'est que les députés ne sont pas fichus de se mettre d'accord. Et j'empiète un peu sur les propos que je vais délivrer lors de la prochaine vidéo où je vais parler de ce sujet précisément.
les gens qui ont soutenu le NFP en ce moment, ils sont énervés. Il y en a qui sont dans la rue pour manifester, enfin pas vraiment à cause de ça, mais pour dire les gars, pour se montrer, pour dire les gars, on s'en fout, battez-vous après. Maintenant, il nous faut un premier ministre NFP. C'est comme ça, c'est ce qu'ils disent. Le NFP est clairement en train de se ridiculiser en ce moment. Alors. Donc on a cet article de 20 minutes. Donc Assemblée nationale, le cas des ministres députés respecte-t-il la Constitution? Voilà. Puisqu'il y a eu tout un tas d'articles, hein, je vais pas vous tout vous montrer, mais quasiment tous les médias ont fait un article là-dessus pour essayer de voir si en effet, le fait d'avoir des ministres démissionnaires qui votent en tant que députés pour élire un président de l'Assemblée nationale, est-ce que ça respectait ou pas l'esprit de la Constitution? Voilà, la Constitution, la Constitution de 58 et aussi tout un bloc de constitutionnalité, donc des textes, de la jurisprudence qui fait, qui est censé être au-dessus des lois, qui est censé avoir une fonction organique, c'est-à-dire qui est censé organiser la vie politique en France. Donc, on va pas aller dans les détails, mais cet article, donc voilà, vous avez le titre, vous savez que c'est 20 minutes, libre à vous d'aller lire l'article dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, il y a ce qu'on appelle un vide juridique. C'est-à-dire que des députés ont parfaitement l'autorisation de voter quand ce sont des députés, en l'espace d'un mois, qui deviennent ensuite ministres. Sauf que ça, c'est autorisé dans la jurisprudence, dans la pratique constitutionnelle, c'est autorisé. Parce qu'on a déjà eu ce cas. Par contre, un cas où on a, donc le cas actuel, c'est-à-dire des ministres qui deviennent députés, on n'a jamais eu à traiter ce cas avant. Donc il y a ce qu'on appelle un vide juridique. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas, et le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer là-dessus. Donc au final, on est un petit peu dans l'impasse. Moi, je pense que ces ministres, ils auraient parfaitement le droit de voter, puisqu'ils deviennent députés, ils vont siéger pendant... J'allais dire 5 ans, mais là, ça va plutôt être 1 an, parce que je parierai ce que vous voulez sur une dissolution l'année prochaine. On aura des ministres, certes, qui sont toujours ministres démissionnaires, qui gèrent les affaires courantes, comme on dit, mais dans les faits, ce sont des députés. Et ils vont siéger au même titre que tous les autres députés, parce que vous pouvez compter sur le fait qu'il y aura c'est pas un remaniement, que le nouveau gouvernement sera complètement différent du gouvernement qu'on a actuellement. Donc ils ne seront pas appelés à resiéger en tant que ministre. J'ai l'image qui fait vraiment n'importe quoi. Donc, ce que je vous disais, c'est que dans les faits, ils seront députés, donc il n'y a pas de raison pour laquelle ils n'auraient pas à voter contre et de toute façon à voter pour un candidat. Et de toute façon, si c'était le cas, il n'y aurait pas que le NFP qui l'aurait dit. Et là, il n'y a que le NFP qui semble contester parce que ils étaient à quelques voix du fait d'avoir un des leurs au perchoir. Le perchoir, c'est le bureau, c'est le bureau du président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Voilà. On va lire ce passage de 20 minutes. Toutefois, cet article concerne le cas d'un député qui aurait été nommé ministre et pas l'inverse, comme c'est le cas aujourd'hui. Un vide juridique, comme je vous le disais, un vide juridique qui pourrait bénéficier au ministre député d'après le constitutionnaliste Benjamin Morel. L'un des arguments qui laisse penser qu'en effet, ça ne pose pas de problème, c'est que dans un cas qui est certes n'est pas tout à fait le même, mais pose les mêmes enjeux, on juge que c'est constitutionnel. Ce dernier met en avant aussi la théorie du fonctionnaire de fait, qui pourrait selon lui également justifier juridiquement la double casquette des ministres démissionnaires. On pourrait considérer que les ministres peuvent voter car du point de vue... Alors attendez, je vais juste faire ça rapidement. Car du point de vue du droit, ils n'ont pas le statut de ministre, ils font office de ministre. Cette théorie vise à protéger des décisions prises par un fonctionnaire qui n'aurait pas été investi de manière régulière. Toutefois, cette lecture est remise en cause par d'autres constitutionnalistes comme Julien Boudon, qui expliquait chez nos confrères du Monde que cette jurisprudence vise à couvrir une irrégularité. Irrégularité dont il ne serait pas question dans notre cas de figure, puisque Emmanuel Macron a accepté la démission du gouvernement. Désolé, là, la caméra, elle fait vraiment n'importe quoi et je m'en excuse. Alors, je pense que si on fait comme ça va être un peu plus aisé. Et pas du tout. Et la caméra fait n'importe quoi. Je vais mettre l'enregistrement. On est de retour en espérant que ça ne se reproduise plus. Alors, comme je vous le disais, il y a des recours qui sont possibles, sauf que là, visiblement, on est dans une situation qui n'est pas traitée expressément par la Constitution. On ne peut en revenir qu'aux faits. Les faits, c'est que ils sont députés et qu'ils sont certes ministres. Ils occupent la fonction de ministre, mais ce n'est pas pour prendre des décisions politiques. C'est pas vraiment pour gouverner le pays. C'est juste pour faire en sorte que le pays ne soit pas bloqué. En fait, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, je pense que
le NFP a tout à fait tort de remettre en cause ce résultat, puisqu'en fait, ça fait que donner une image du NFP, surtout que c'est surtout les filles qui en parlent, hein. Les plus modérés, ils ont été assez silencieux là-dessus. En fait, bah, là, c'est vraiment les filles. En fait, ils donnent vraiment l'impression d'être un parti autoritaire, d'être un parti qui veut absolument, qui dit ça va être nous d'abord, avant tout, et les autres, et je vous parie ce que vous voulez. Si ça avait été l'inverse, si on avait eu des ministres sortants qui étaient des ministres démissionnaires qui étaient élus fraîchement députés et qui avaient voté pour le NFP, bah là, ça n'aurait pas du tout été la même chose, hein. Je vous parie qu'ils en auraient même pas parlé. Donc, faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il faut pas rentrer dans ce genre de dire. Il faut quand même apprendre des fois à respecter les règles du jeu. Les règles du jeu, eh ben, elles sont claires. Tant qu'il y a un vide juridique, tant que la loi, tant que les dispositions organiques de la Constitution, de la jurisprudence, du Conseil constitutionnel ne se sont jamais prononcées là-dessus, bah malheureusement, ça veut dire que c'est faisable. Donc, désolé, il faut accepter les règles du jeu. Le NFP, ils ont, je vous dis pas, les scandales, si jamais le NFP n'avait pas eu autant de sièges à l'Assemblée nationale. Là, on aurait eu des manifs à n'en plus finir, on aurait eu des polémiques à n'en plus finir. Et surtout, alors je vais empiéter un petit peu sur ce que je vais dire dans ma vidéo d'après, celle que je vais potentiellement sortir ce soir. Cette idée selon laquelle ils ont gagné en termes de sièges, donc ils sont parfaitement légitimes pour gouverner, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça. Parce que ils disent, on est en possibilité de gouverner, ils présentent un gars à la présidence de l'Assemblée nationale, ce gars-là n'est pas élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même une majorité de fait, ils ne l'ont pas. Une majorité relative de fait, en fait, elle ne fonctionne pas réellement. Ils ne peuvent pas gouverner. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si jamais ils présentent un premier ministre, si jamais ils le font? Macron, encore une fois, il n'a pas du tout l'obligation de prendre en compte le choix du NFP, parce que c'est le président, il fait ce qu'il veut. On est dans une république à prééminence présidentielle et non pas parlementaire. Celui qui a le dernier mot, c'est toujours le président de la République. Et de toute façon, si vous envoyez quelqu'un du NFP pour être Premier ministre, je vous garantis, il va se faire flinguer. Macron va le détruire. Donc, c'est le symbole, en fait. La gauche est trop attachée au symbole, en fait. On veut avoir quelqu'un là-haut, juste pour le fait d'avoir quelqu'un là-haut, sans prendre en compte plein de choses en compte, y compris le fait que le Premier ministre qui va être choisi, si ce n'est pas un Premier ministre macroniste, il va se faire déglinguer. Macron va l'envoyer au casse-pipe, et il est très doué pour ça. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était trop populaire, Macron, il l'envoyait au casse-pipe. Darmanin en fait partie. Pareil pour Madame Elisabeth Borne. Même si Borne, elle n'a jamais vraiment été très populaire. En tout cas, elle bénéficiait d'une majorité relative. Donc, surtout, pourquoi avoir autant de prétentions à gouverner si vous n'êtes même pas capable de vous mettre d'accord sur un Premier ministre? C'est grave. Ça montre un sérieux manque de professionnalisme. Je ne saurais pas vous le dire autrement. Alors, donc là, on va s'intéresser vite fait aux recours qui sont possibles. Cette partie de l'article, si mon ordinateur me le permet. Alors, donc les recours possibles, ce cas de figure n'est en réalité pas inédit dans l'histoire de la Ve République. Des ministres démissionnaires l'ont déjà fait. En 86, le Conseil constitutionnel avait déjà été amené à se prononcer et il s'est déclaré incompétent. Voilà, je lis un petit peu en diagonale. Y a-t-il donc un risque que le vote des députés ministres soit remis en cause? Ce qui pourrait potentiellement arriver, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale, qui va être composé demain, saisisse le Conseil constitutionnel, non pas sur l'élection, mais sur la compatibilité de leurs fonctions de députés et de ministres démissionnaires. Le record sous la Ve République d'un gouvernement expédiant les affaires courantes est de 9 jours. Là, ça dure 2 mois, c'est plus discutable. D'accord? Sauf qu'il y a quand même certaines affaires qui demandent absolument qu'on ait un gouvernement d'affaires courantes, plein d'éléments, y compris le fait que le NFP n'a toujours pas de candidat pour être Premier ministre. Il y en a même qui disent que les négociations, c'est terminé. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ce contournement ne signifie pas que la Constitution a été violée. Pour autant, il considère qu'il y a peu de risques juridiques. A priori, et la plupart des collègues sont sur cette ligne-là. Oui, c'est compatible. On a une façon de contourner l'article 23, mais ce contournement ne signifie pas que la Constitution est violée. Dans un texte publié dans la revue politique et parlementaire, 3 spécialistes du droit constitue expliquaient aussi que les 17 membres du gouvernement Attal pourront en revanche participer au vote dès lors que la démission du gouvernement sera actée par décret du président de la République le 16 juillet à l'issue du Conseil des ministres. Donc ça me semble être une question assez peu controversée à part chez les responsables du NFP. Ils n'ont pas réellement... Et le RN aussi devrait, en théorie, puisque le RN, ils ont aussi présenté un candidat. Même si apparemment, il y en a 2 d'entre eux qui ont fait barrage au NFP. Mais le RN aussi devrait se prononcer là-dessus, si vraiment c'est une question qui est gravissime en termes de violation de la Constitution.
Le truc avec le NFP, c'est qu'ils ont un peu tendance à aller dans tout ce qui est grandiloquent, hein, pour rester gentil. Donc, conclusion, je vous ai délivré mon avis pour une fois, enfin, c'est pas simplement une analyse, je vous ai vraiment délivré mon avis pour une raison simple, c'est que, comme je vous l'ai dit, je déteste l'hypocrisie, je déteste le fait d'être malhonnête pour des considérations, pour des raisons purement électorales. Je considère que c'est petit, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, je l'ai fait un petit peu en express, hein. Vous avez vu les difficultés techniques qu'on a eues. On se dit à ce soir pour la prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert, respirez un bon coup. Salut!